Mardi 27 janvier 2026, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition en version française. Sans plus attendre, à tout de suite, les titres. Les agences de placement qui envoient des citoyens malagasy travailler à l'île Maurice seront désormais contrôlées de près face à la multiplication des cas de maltraitance de ressortissants malagasy dans ce pays et celle des situations à risque, selon la ministre de la fonction publique ce jour. Depuis le début de la saison des pluies jusqu'à ce 27 janvier 2026, 19 personnes sont décédées à cause des intempéries, selon le rapport provisoire publié par le BNGRC. 10 régions, 16 districts et 21 communes sont les plus touchées par les intempéries jusqu'à présent. Le géant mondial de l'agroalimentaire, Lactalis, qui produit notamment du lait pour nourrissons, a décidé de retirer sur les marchés 6 lots de lait infantile de la marque Pico, disponible en réseau pharmaceutique et en grande distribution, en raison de la présence de céréulides dans un ingrédient provenant d'un fournisseur. L'Inde et l'Union européenne ont conclu mardi un accord commercial historique après plus de 20 ans de négociations. Dans un contexte géopolitique incertain, le Premier ministre indien Narendra Modi a salué un pacte créateur de nombreuses opportunités. À la une des actualités, les agences de placement qui envoient des citoyens malagasy travailler à l'île Maurice seront désormais contrôlées de près face à la multiplication des cas de maltraitance de ressortissants malagasy dans ce pays et celle des situations à risque selon la ministre de la fonction publique ce jour. En effet, victimes d'escroqueries depuis leur départ du pays, bon nombre de ces travailleurs malagasy se retrouvent sans emploi ou affectés à un poste qui ne correspond pas à l'emploi pour lequel ils ont été embauchés une fois sur place. Pour prévenir les cas de maltraitance et les arnaques, le ministère de tutelle vérifiera la régularité des activités de ces agences de placement, notamment les offres qu'elles proposent ainsi que les contrats de travail présentent aux travailleurs nationaux avant leur migration. L'Organisation internationale pour les migrations se charge de coordonner la réalisation de ce projet. Le phénomène de migration de main-d'œuvre entre Madagascar et l'île Maurice s'intensifie de plus en plus. Pourtant, plusieurs travailleurs malagasy envoyés pour travailler dans l'île sœur sont victimes d'escroqueries en partant de Madagascar. En effet, les conditions de travail et les postes qu'ils vont occuper à Maurice ne correspondent pas à ceux décrits par les agences de placement. Dans certains cas, le travail proposé n'existe même pas, selon le rapport de la ministre de la fonction publique ce jour. Certains de ces travailleurs malagasy ne possèdent qu'un visa touristique alors qu'ils comptent travailler à Maurice. Ces escroqueries exposent les travailleurs malagasy à des risques. Pour s'assurer de la régularité des contrats professionnels, le gouvernement malagasy et le gouvernement mauricien coopèrent désormais pour la mise en place d'un recrutement éthique. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement malagasy, par le biais du ministère de la fonction publique, procédera à la régularisation et au contrôle des agences de placement. En effet, ces dernières n'ont jamais fait l'objet d'un contrôle de leurs activités, d'après la ministre. Auparavant, aucun accord du ministère n'était requis pour l'ouverture de ces agences de placement, d'où ce changement. Ainsi, la migration professionnelle vers l'île Maurice devra être contrôlée ou autorisée par le ministère de la fonction publique. L'Organisation internationale pour les migrations se charge de la coordination de ce projet. La nomination à leur poste des premiers adjoints et délégués des 6 arrondissements d'Antananarivo est contestée par les jeunes qui ont pris part à la manifestation populaire du 25 septembre. Le 2e arrondissement a été notamment pointé du doigt après la nomination des responsables que ces jeunes qui ont manifesté ont qualifié de partisans de l'ancien régime Radziwiłł selon leur déclaration. L'objectif de la manifestation ayant été l'exclusion des partisans de la mouvance orange de la vie politique du pays. Il est inconvenable pour ces jeunes que les mêmes individus se retrouvent placés à ces postes à responsabilité politique. La lutte va donc se poursuivre selon ces jeunes lors d'une conférence de presse accordée aux journalistes devant le bureau du 2e arrondissement d'Antananarivo.
Trois présidents se sont succédés à la tête du Sénat durant ce quinquennat. Deux sénateurs sont également décédés pendant ce mandat du Sénat. Les sièges au Sénat sont vides après que la Haute Cour constitutionnelle a officiellement acté la fin du mandat du Sénat, mettant un terme clair et définitif à la législature en cours à compter du 18 janvier 2026. Ce sont le président par intérim et le questeur du Sénat qui assurent la gestion des affaires courantes au sein de l'institution, conformément à la décision de la HCC. Reportage de Zoa Bardzon. Le 18 janvier 2021, la Haute Cour constitutionnelle avait publié les résultats officiels des élections sénatoriales. 12 sénateurs ont été élus dans les 6 provinces. Les 6 autres ont été désignés par le président de la République, comme le prévoit la Constitution. Durant ce quinquennat du Sénat, 3 présidents se sont succédés à la tête de la Chambre haute. Irman Narazaf Maïf a occupé le poste de président de cette institution du 2021 jusqu'à octobre 2023. Le général Ravalmanana Richard lui a succédé après sa destitution en octobre 2023 et ce jusqu'au mois d'octobre 2025. Le général Richard Ravalmanan a ensuite été destitué à son tour par les sénateurs qui ont désigné comme président du Sénat par intérim le doyen Djemanzar Jean-André, conformément au règlement intérieur du Sénat. Par ailleurs, 2 sénateurs sont décédés durant ces 5 ans. Il s'agit du feu Engobir Marcel et de son successeur, le feu sénateur Fiandaz, tous les 2 élus dans la province de Tuléar. 3 sénateurs ont également été nommés membres du gouvernement, à savoir le sénateur Imbi Kirlaz, désigné ministre de la Justice en 2021, la sénatrice Lande Indiamanatenassou, nommée ministre de la Justice en 2023, et la sénatrice Sidonie Rarnirin, nommée ministre de la Population en 2025. Le feu sénateur Ramanabitana Richard, désigné président de la délégation spéciale d'Antananarive, est également décédé 5 mois après sa nomination en tant que PDS. Le mandat des 18 sénateurs s'est achevé le 18 janvier 2026. La Haute Cour constitutionnelle a décrété que ce sont le président du Sénat par intérim et le questeur du Sénat qui assurent la gestion des affaires courantes au sein de cette institution. Depuis le début de la saison des pluies jusqu'à ce 27 janvier 2026, 19 personnes sont décédées à cause des intempéries, selon le rapport provisoire publié par le BNGRC, le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. 10 régions, 16 districts et 21 communes sont les plus touchées par les intempéries jusqu'à présent. Les fortes précipitations sont à l'origine de la majorité des dégâts enregistrés. Le BNGRC souligne que les mesures ont déjà été prises au niveau local afin de faire face à la situation, notamment face à les montées des eaux dans les bas quartiers. Sibela Djemazava et Fecha Djemanzar. Outre les 19 décès enregistrés, la saison des pluies qui a débuté en novembre 2025 a également fait 20 blessés d'après le rapport provisoire du BNGRC. On recense en outre 6 385 sinistrés répartis dans environ 1653 ménages. Par ailleurs, 3090 personnes ont été déplacées, dont 146 ont été accueillies dans des sites d'hébergement et 157 hébergés par des familles d'accueil. Le bilan matériel fait état de 1319 habitations inondées, 37 maisons endommagées et 153 habitations totalement détruites. Le district de Tana 4 est le plus touché avec environ 1832 sinistrés, suivi d'Amboa-Saretim avec 1500 personnes affectées, et puis Muramang avec 1002 sinistrés. 10 régions, 16 districts et 21 communes restent donc concernées à ce stade, les plus abondantes étant la principale cause des dégâts. Le BNGRC, à travers ses antennes régionales, indique que des mesures spécifiques ont été mises en œuvre, notamment le drainage des eaux à l'aide des motopompes. À part les fortes pluies, d'autres phénomènes naturels ont également causé des pertes humaines. La foudre a fait 7 victimes dans des incidents survenus notamment à Morundav, Tirunmandid et Antanitbe à Imirnavarach.
Le géant mondial de l'agroalimentaire Lactalis, qui produit notamment du lait pour nourrissons, a décidé de retirer sur les marchés 6 lots de lait infantile de la marque Pico, disponibles en réseau pharmaceutique et en grande distribution, en raison de la présence de céréulides dans un ingrédient provenant d'un fournisseur à 18 pays, dont Madagascar font partie des pays concernés par la décision. La céréulide peut provoquer des troubles digestifs comme des diarrhées et vomissements chez les enfants. Une enquête épidémiologique est en cours, autant sur les rappels du groupe Lactalis que sur ceux concernant le géant Nestlé, selon les médias étrangers. Tiavana Doni et Ifrasat. Un biberon de lait infantile peut être donné dès la naissance, dès la première heure de vie à la maternité, si l'allaitement maternel n'est pas choisi ou possible, et ce, jusqu'à la diversification alimentaire, vers 4 à 6 mois. Les quantités et la taille des biberons évoluent ensuite progressivement selon l'âge et les besoins du nourrisson. La semaine dernière, le groupe Lactalis avait communiqué qu'il allait procéder à un rappel de lots de lait infantile de la marque Pico dans 18 pays en raison de la présence de céréulides dans un ingrédient provenant d'un fournisseur. La céréulide est un composant toxique produit dans certaines conditions par une famille de bactéries. Quand celles-ci sont préchauffées à une température insuffisante pour les éliminer, puis refroidies selon les médias internationaux. Madagascar figure parmi les pays concernés par cette décision. Le porte-parole de Lactalis a déclaré à Reuters que le rappel concernait également l'Australie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Congo, la République tchèque, l'Équateur, la France, la Géorgie, la Grèce, le Koweït, le Mexique, Monaco, l'Espagne, le Pérou, Taïwan et Ouzbékistan. Selon toujours les médias internationaux, le lait infantile du groupe Lactalis n'a pas été le seul retiré sur le marché. Il y a quelques jours, Nestlé avait également rappelé sa production de lait infantile. Les rappels de Lactalis et Nestlé sont motivés par la présence éventuelle de céréulides, une substance d'origine bactérienne susceptible de provoquer diarrhée et vomissement dans les laits infantiles, pourtant très contrôlés puisqu'ils sont utilisés auprès des nourrissons en complément ou comme aliment alternatif au lait maternel, selon France 24. Sur son site web, France 24 révèle qu'en France, 2 enquêtes distinctes ont été ouvertes à Angers et à Bordeaux après les décès récents de 2 nourrissons ayant consommé un lait infantile rappelé par Nestlé, sans lien de causalité établi pour l'heure, selon les autorités. Passons maintenant aux actualités internationales. L'Inde et l'Union européenne ont conclu mardi un accord commercial historique après plus de 20 ans de négociations dans un contexte géopolitique incertain. Le Premier ministre indien Narendra Modi a salué un pacte créateur de nombreuses opportunités. Reportage de France 24. Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce traité de libre-échange. On parle d'un accord historique, d'un tournant décisif, voire même de l'accord de tous les accords. C'est peu dire que ce traité de libre-échange a été une arlésienne ces 2 dernières décennies. Les négociations ont commencé en 2007, elles se sont arrêtées quelques années plus tard avant de reprendre en 2022 et de connaître un vrai coup d'accélérateur l'an dernier. Les négociations ont donc pris fin hier soir. Concrètement, l'élément le plus marquant de ce traité de libre-échange serait la réduction des droits d'importation des véhicules européens, mais également la réduction des droits d'importation sur les vins et les spiritueux. Côté indien, ce traité de libre-échange devrait permettre d'offrir de nouveaux débouchés pour l'industrie textile, l'industrie de la joaillerie, de l'ingénierie ou encore des médicaments. Contrairement au Mercosur, en revanche, l'agriculture et les produits laitiers ne font pas partie de ce traité. C'est une ligne rouge de New Delhi qui cherche à protéger ces centaines de milliers d'agriculteurs. En parallèle de ce traité de libre-échange, il devrait y avoir un nouveau partenariat en matière de sécurité et de défense qui doit être finalisé, tout comme un nouveau partenariat en termes de mobilité et de migration pour favoriser la venue d'étudiants et de jeunes talents indiens en Europe. Ainsi s'achève notre édition en version française. Rendez-vous à 19h30 pour la version malagasy. À tout de suite.